La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, c'est l'heure des voix de l'économie, parce qu'il est bientôt 7h15. Votre invitée est directrice de l'IFRAP. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous dirigez la fondation IFRAP depuis pratiquement 20 ans. Vous dénoncez depuis des années la dérive des finances publiques et vous venez de publier Face au mur aux éditions de l'Observatoire. Un ouvrage dans lequel vous proposez une cinquantaine de mesures qui ont fonctionné dans d'autres pays et qui nous permettraient de redresser les comptes publics. Déjà, est-ce que vous avez l'impression en France qu'il y a une prise de conscience de la gravité de la situation? On a l'impression que les choses ont un petit peu évolué depuis le dérapage de l'an dernier. En tout cas, cette prise de conscience, je l'appelle de mes voeux, notamment aussi dans ce livre, avec tous les travaux de la Fondation IFRAP qu'on fait depuis des années sur ces questions. Et c'est vrai que ces derniers temps, on entend un peu plus des voix fortes pour dire, de la part de la Cour des comptes ou de la Banque de France, le quoi qu'il en coûte doit s'arrêter. Nous ne pouvons pas recommencer avec le quoi qu'il en coûte, comme l'a dit François Villeroy de Galhau il n'y a pas très longtemps. À propos des dépenses militaires ? Absolument. Mais aussi la Cour des comptes qui nous dit nous sommes au pied du mur, et qui emploie finalement des formules de plus en plus finalement inquiétantes. Et je crois qu'on aurait pu se réveiller beaucoup plus tôt et qu'on a vraiment mangé notre pain blanc pendant la crise du Covid et que tous ceux qui sont en train de se réveiller aujourd'hui, on se demande où ils étaient toutes les dernières années. On voyait se dégrader la situation où nous, on avait déjà dit attention, on est dans une situation où il faut absolument faire des efforts. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Mais est-ce que cette prise de conscience peut constituer un électrochoc suffisant pour entamer une baisse réelle de la dépense publique ? Pour l'instant, on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on nous dit qu'on va faire 2 tiers de baisse de dépenses, 1 tiers de hausse d'impôts, en réalité, on se retrouve à la fin avec quoi ? Ce qu'on a vu sur la loi de finances 2025, qui a été, on va dire, entre guillemets, voté cette année, eh bien, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu finalement que 3 milliards d'euros d'économies et 27 milliards d'augmentation d'impôts. En réalité, on continue la fuite en avant, parce que quand on nous dit qu'on fait des économies, en fait, on dépense 40 milliards de plus en 2025 par rapport à 2024. Donc, on ne baisse pas vraiment la dépense. Et ce que je voulais dire avec ce livre, c'est que d'autres pays ont réussi à le faire. Ont réussi à ne pas augmenter la dépense en valeur d'une année sur l'autre. Certains pays dans les années 2000, d'autres 2010, etc. Pourquoi ils l'ont fait ? Tout simplement parce qu'à un moment, ils ont décidé d'arrêter de dépenser plus. Nous, on ne l'a pas décidé encore. Dans votre ouvrage, vous proposez 50 mesures qui ont fonctionné dans d'autres pays. Par exemple, rendre obligatoire une règle publique d'équilibre des comptes sociaux. Vous voulez repousser l'âge de départ à la retraite à 66 ans en 2033 ou encore mettre en concurrence les services publics. Est-ce que ces différentes mesures, on peut réellement les appliquer en France ? Et oui, pourquoi pas ? Parce qu'on a un modèle social en France qui est nettement supérieur à celui d'autres pays, ce qui veut dire que la marche serait plus importante qu'ailleurs. En fait, notre modèle social, il est devenu totalement antisocial parce qu'il ne crée pas plus de richesses. Il n'attire pas plus d'entreprises. Il dissuade les entreprises d'investir chez nous. Il dissuade de créer de l'emploi chez nous. Là, on voit les nouveaux chiffres du chômage qu'on annonce qui sont mauvais. On sait qu'en plus du chômage officiel, on a tout ce halo du chômage avec 2 millions de personnes qui ne sont pas comptabilisées dans les chômeurs et qui sont quand même en réalité en peine d'emploi. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on gâche autant nos talents ? En taxant plus nos entreprises, en taxant plus nos ménages qui sont les ménages qui sont les plus investisseurs. C'est ce qu'on a fait cette année. La surtaxe IS et la taxe plancher sur les hauts revenus, ça vise qui ? Ça vise les entreprises et les entrepreneurs. Ça dissuade d'investir, ça dissuade d'embaucher en France. Et ceux qui créent des emplois. Vous êtes économiste, Agnès Verdier-Molinier. Si les réformes sont trop rapides, trop radicales, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour notre économie ? Un risque de récession, un risque d'augmentation de la pauvreté, peut-être aussi un risque de désordre social. Mais en réalité, c'est pour ça que personne ne fait rien depuis des années. Parce qu'on dit, mais finalement, on est tellement shooté à la dépense publique que si on arrête le robinet, qu'est-ce qui va se passer ? Alors là, il y aura des émeutes sociales, ou il y aura une récession, on sera dans une situation où on cassera complètement la croissance. Et alors, chaque fois que quelqu'un veut faire un effort, chaque fois qu'il y a peut-être l'idée de faire vraiment des économies sans augmenter les impôts, on dit maintenant, finalement, ça va casser la croissance, on ne va pas le faire. Et en réalité, ce sont des faux prétextes. Parce que nous, on a fait une évaluation à la Fondation IFRAP sur comment, si on fait 110 milliards d'euros d'économies d'ici 2029, c'est ce qu'il faut faire. Et arriver à 2029 à 110 milliards d'euros d'économies par an. C'est-à-dire une pente assez raide.
une pente assez raide, mais qui est rien par rapport à l'écart par rapport aux autres pays européens. On a 260 milliards de plus de dépenses publiques par an par rapport à la moyenne des pays européens. Mais 110 milliards d'économies en 4 ans, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait en France une méthode peut-être un peu brusque, comme Elon Musk aux États-Unis, comme Javier Milei en Argentine? En réalité, les pays d'Europe qui ont eu des problèmes sur leurs finances publiques n'ont pas été si brusques que ça. Alors, ceux qui l'ont décidé eux-mêmes, les Pays-Bas, la Suède, mais par exemple la Grèce, le Portugal, et ça c'est ce que j'explique dans le livre, face au mur, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont attendu, ils n'ont pas pris les mesures nécessaires, et derrière, qui est arrivé ? C'est le FMI, avec des coupes beaucoup plus importantes, avec des baisses de retraite, des baisses de 15 ou 20% des pensions versées, avec des baisses de salaire des agents publics, avec des baisses de salaire minimum. Donc il faut comprendre une chose, c'est que si on ne fait pas le travail nous-mêmes maintenant, sans avoir peur du caractère récessif, parce qu'en réalité, toutes les études qu'on a menées montrent que si on fait le travail à la fois en baissant la dépense publique, mais aussi en baissant les impôts sur les entreprises et sur les investisseurs, ce qu'on perd dans la sphère publique, on le gagne dans la création de valeur ajoutée marchande. Donc en réalité, arrêtons d'avoir peur sur cette idée, finalement, qu'on ne pourrait pas baisser la dépense publique en France. C'est faux. On peut très bien le faire. D'ailleurs, vous voyez, il y a certaines régions qui commencent à dire, voilà, on va couper dans les dépenses. La région Pays de la Loire qui a commencé à couper, ça existe. Il y a des régions qui dépensent beaucoup moins par habitant en fonctionnement que d'autres. Et si on alignait sur celles qui dépensent le moins, c'est 2 milliards d'euros d'économies par an. Donc les économies, on le sait et les Français le savent. On peut en faire partout. La question maintenant, c'est est-ce qu'on a le courage de le faire et est-ce qu'on arrête le déni sur ce sujet ? Dans votre ouvrage, vous parlez du poids des normes, notamment sur le plan environnemental. Vous évoquez la ZAN, la zéro artificialisation nette, ou encore la directive CSRD sur le reporting extra-financier des entreprises. Concrètement, est-ce que vous pensez qu'il faut remettre en cause la transition écologique pour réduire la dépense publique, alors que les économistes nous disent en général que le coût de la transition sera de toute façon inférieur au coût de l'immobilisme? Ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a une avalanche de normes qui sont tombées sur les entreprises et sur les ménages ces dernières années, et qu'on est le dernier pays qui n'évalue pas le coût réel de la norme. Alors nous, on l'évalue, je le dis dans le livre, autour de 100 milliards d'euros par an. C'est un impôt supplémentaire. Et c'est beaucoup plus cher que dans les pays alentours, parce que ce soit en Allemagne, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Belgique, ils évaluent en permanence le stock et le flux de normes qui tombent notamment sur les entreprises. Nous, on a été le premier pays à aller ratifier CSRD, alors qu'il y a 17 pays qui avaient refusé. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de courir derrière la norme pour appliquer plus de normes ? Mais là, concrètement, dans le cas de l'environnement... CSRD, vous avez vu que maintenant, dans l'omnibus européen, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont simplifier. Alors, ils vont l'enlever pour 80% des entreprises. Et moi, je demande pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas cette obligation CSRD pour la totalité des entreprises ? Pourquoi est-ce qu'on fait remplir des tableurs Excel avec plus de 1000 points d'information qui, en fait, à un moment, on est dans une dérive bureaucratique sur le sujet. Il faut bien le dire. Il nous reste très peu de temps. Concrètement, vous dites qu'il ne faut pas avoir peur d'appuyer sur le frein en matière de transition écologique pour faire des économies. Mais bien sûr, il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière sur la norme. La loi climat-résilience, qui a été celle qui a créé le plus de normes, le ZAN, donc le zéro artificialisation nette, mais aussi les ZFE, mais aussi l'histoire des DPE sur les logements, tout ça, ça n'a pas été évalué du tout. Il y a eu une étude d'impact, vous pouvez la relire, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à relire l'étude d'impact sur la loi climat-résilience. Il n'y avait pas d'évaluation des destructions d'emplois, ni du coût pour les ménages, ni du coût pour les entreprises. Et à un moment, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut appliquer des nouvelles normes en permanence alors qu'on nous dit qu'on va simplifier tout le temps, il y a toujours une petite musique disant qu'on simplifie et en fait on complexifie. Donc, moins de normes, un modèle social qui pousse au travail, à travailler plus longtemps, avec moins de dépenses publiques, tout ça c'est possible en France. Maintenant, il faut avoir le courage de le faire et de sortir du déni. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Et merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour toute l'actualité économique. Tout de suite, grammaire, orthographe, bon usage, vocabulaire, Karine Dijoux et